Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Julien. Je suis coach chez Shodo. Alors, vous m'avez peut-être vu ce matin. Alors là, dans un tout autre registre maintenant, parce que là, on va parler de sécu. Si je retrouve ma télécommande, c'est pas grave. Et donc, je suis membre de la fondation WASP. Il y a des gens qui ne connaissent pas WASP? Oui? Non? Oui? C'est une fondation de sécurité en informatique, donc qui édite des bonnes pratiques. Vous connaissez peut-être le top 10 de WASP. Comment? Je n'ai pas entendu. Non? Bon. Donc c'est une fondation de sécurité en informatique. Et donc vous pouvez trouver nos travaux sur owas.org. Et je suis aussi en poste au Grand Budapest Hotel, bien sûr, c'est fictif. Je ne sais pas si des gens ont vu le film de Wes Anderson. Ça n'a rien à voir avec le film, hein, c'est juste l'inspi. Et en poste là-bas en tant que chef de la sécurité. Et il s'est passé des événements donc dans la vie un petit peu de tous les jours de l'hôtel, qui vont vous expliquer au final comment s'est construit notamment le protocole OAuth 2. Alors, OpenID Connect et JWT étaient au programme, mais ils ont été coupés au montage, parce que c'est une conf qui dure plus que 30 minutes normalement. Donc on va faire surtout les basiques de OAuth 2, hein, sinon là je vais vous tenir 3 heures. Et donc là, comme vous l'avez vu dans le générique, il y a quelques mois, on a eu 2 clients qui se sont battus. Et la raison, c'est qu'on a des problèmes de squatters en fait dans l'hôtel. Et la raison est simple en fait. Donc notre concierge général est un peu pingre. Et il faut savoir qu'entre la partie publique, on va dire la partie privée, avec les chambres d'hôtel, les cuisines, le bureau du concierge général, etc., la pâtisserie, et puis la partie un peu plus publique qui est le lobby, là où il y a pas mal de gens qui passent et qui ne sont pas forcément des clients ou des employés de l'hôtel. Ces parties-là sont séparées que par une serrure à code, donc à code unique, qui est donnée à toutes les personnes qui ont besoin d'accéder justement aux parties réservées. Donc c'est le même code pour tout le monde. La fausse raison qui a été amenée là, c'était pour des soucis de user experience. C'était plus simple, hein. Comme ça on n'a pas besoin de se prendre la tête, le client il met son code, c'est le même pour tout le monde, et puis voilà. Et surtout que c'était compliqué de se dire à chaque fois que quelqu'un sort, changer le mot de passe, il faudrait réalerter les 400 autres personnes qui séjournent à l'hôtel. Donc on a décidé de garder les mêmes codes. Ce qui fait que si vous sortez et que vous n'avez plus de réservation, vous connaissez le code, vous pouvez revenir et squatter une chambre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça va pour l'instant? Ouais. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas un petit problème de révocation là? Totalement, hein, parce que comme vous l'avez vu, on peut revenir plus tard, squatter les chambres d'hôtel, et c'est pas forcément quelque chose de voulu. Et donc comme les problèmes se sont répétés, on a été obligé d'investir dans une solution. Donc un petit peu de mots de vocabulaire, malheureusement là je ne sais pas si ça se voit très bien au fond. Donc là ici la source du conflit était les chambres, et les chambres on va dire c'est une ressource qui essaie d'accéder en fait nos clients qui étaient les touristes. Okay. Ces ressources là en fait elles appartiennent au Grand Budapest Hotel, l'entreprise. Les chambres appartiennent à notre entreprise, et c'est l'hôtel en fait qui les met à disposition. Donc l'hôtel, on va appeler ça le ressource serveur. Donc un petit peu de vocabulaire là. Ça va, c'est clair pour ça? Et si je vous parle de ça, en fait, bien sûr, ça a des parallèles avec la vie réelle. Enfin, c'est même le contraire plutôt. C'est que dans la vie réelle, là, il y a un exemple de Facebook, il y a quelques années, c'est une fonctionnalité qui n'existe plus, qui vous permettait de trouver des amis à partir de contacts que vous aurez pu avoir sur Gmail, LinkedIn, etc. Et il y avait une petite page comme ça où il disait choisissez votre mail provider et donnez-nous vos credentials, enfin vos mots de passe et votre identifiant. On va se connecter à votre LinkedIn ou à votre Gmail, voir quels sont vos contacts qui ont un compte chez nous. Et vous avez des amis grâce à ça. Alors, est-ce que là, on n'aurait pas un petit problème aussi? Oui, non? Comment? Je n'entends pas.
Ouais, enfin, filer son mot de passe comme ça, c'est comme si, et pourtant, les gens le faisaient, hein, jusqu'à pas très longtemps, mais c'est comme si vous alliez chez l'épicier ou l'épicière et au moment où vous êtes payé, vous lui filiez bah, vos informations de compte à la banque quoi, avec le mot de passe et vas-y, fais-toi plaisir. C'est exactement ça. Parce que là, avec le mot de passe de Gmail, en fait, Facebook pourrait envoyer des mails plus qu'aller chercher bah, vos contacts. Il pourrait aussi continuer à accéder à vos contacts alors que vous ne désirez qu'il arrête. Et si vous l'arrêtez, ça veut dire que vous changez le mot de passe qui vous sert à vous en plus et leur fournir ce mot de passe à tous les autres services qui consomment en fait votre Gmail. Et c'est exactement le problème, et pour ça que ne voulait pas Gustave investir beaucoup, c'est que ça l'embêtait en fait de devoir à chaque fois changer le code et de dire à chaque fois que quelqu'un sort de l'hôtel parce que sa réservation était terminée, de réavertir les 400 autres touristes et de dire attendez, le code a changé quoi. Donc toutes les 5 minutes le code a changé quoi. Pas terrible. Non. Ah ça, ce que je te montre là, oui. Ouais. Et c'est ça en fait, ce que je vous montre là, c'est la raison pour laquelle le protocole OAuth existe. C'est vrai. Hein. OAuth n'existe que à cause pour pallier à ce problème-là. Donc, si j'applique là les mots de vocabulaire de tout à l'heure, selon vous, quelle est la ressource sur l'exemple là avec Facebook? Alors, c'est pas les mails là, ce qu'on cherche, c'est les contacts. C'est les contacts. Le ressourçonneur. À qui appartiennent les contacts? Ah non, c'est à nous, c'est pas à Gmail. C'est vos contacts vous appartiennent. C'est comme si votre argent à la banque appartenait à la banque. Là, l'exemple est un peu plus parlant. Bizarrement. Hein. Le ressource serveur, c'est Gmail. Et le client, c'est Facebook, parce qu'il veut accéder en fait à vos contacts. Non, un accès n'est pas une ressource. Non, c'est ce qui tente d'accéder. C'est ça la définition de la ressource. Oui, mais là, l'intention derrière, c'est la ressource qui tente d'accéder, en fait, c'est le contact. Effectivement, là, dans ce modèle-là, en fait, il essaye d'aller plus loin. Enfin, on pourrait aller plus loin, mais vraiment, l'intention, c'est d'accéder au contact. Donc, quel est le problème de révocation? On l'a déjà dit tout à l'heure, donc ça, je vais sauter. Et la manière de régler ce problème-là, c'est de distribuer des codes d'accès temporaires et personnalisés. C'est-à-dire que pour nos convives, on va leur envoyer des numéros de réservation par courrier, et c'est ce numéro-là qui va leur permettre d'ouvrir la serrure. Ce qui fait que une autre personne n'aura pas le même code que vous, et le code va expirer à la fin de votre séjour. Grâce à ça, si on révoque un des codes, parce qu'on a viré un des clients de l'hôtel, les autres ne sont pas impactés. Il y a des entrées-sorties, personne n'est impacté en fait, puisque les codes sont personnalisés. Vous voyez l'idée? Et donc, ce numéro de réservation, c'est l'équivalent d'un code d'autorisation pour accéder en fait aux chambres, qu'on va appeler un authorization code. Bon, jusque-là, c'est pas compliqué. Et autres, c'est pas difficile. Hein. On va voir après. Bon, ça va pour l'instant? Alors tout allait bien jusqu'à ce que, au bout d'un moment, quelques jours après, on a Karen, une VIP, qui vient se plaindre auprès de Gustave parce que faut savoir que chez nous, les VIP, ils ont la capacité d'ouvrir des ardoises. Et leurs ardoises permettent de passer commande auprès de notre pâtisserie qui est mondialement connue. Ils peuvent se faire livrer n'importe où en fait. Ils sont en train de se promener, je ne sais pas où, hop, ils appellent et je veux une pâtisserie. Et on va leur livrer en fait cette pâtisserie-là. Le service de livraison, on le délègue à quelqu'un d'autre, c'est pas l'hôtel qui s'en charge, c'est Robert Hitz. Voilà, hein, pour pas citer les vrais, avec un petit jeu de mots douteux au passage. Et donc c'est eux qui se chargent du coup à livrer les pâtisseries. Donc ils viennent dans notre pâtisserie, c'est eux qui prennent les commandes, ils viennent dans notre pâtisserie. Enfin, c'est comme Uber, hein. Voilà. Uber Eats. Hein. Voilà. Donc quel était le process de réservation? Donc on va prendre par exemple Dimitri. Dimitri veut commander une pâtisserie.
Donc il appelle Robert Hitt. Alors on est en 1932, hein. Donc c'est au téléphone que ça se passe. Il n'y a pas d'internet. Et c'est plus simple en plus pour expliquer, c'est cool. Donc il appelle Robert Hitt, qui leur demandait quel était votre numéro de compte et votre mot de passe, enfin vos identifiants de compte auprès du Budapest Hotel. Je m'en charge. Bon, il les donnait, et puis comme vous imaginez, c'est douteux, hein, on l'a dit tout à l'heure, parce que ce qui s'était passé, c'est qu'un employé un peu douteux s'est fait passer pour Dimitri, parce qu'il a son numéro de compte et son mot de passe, a appelé Gustave, dit tiens, j'ai envie de faire un truc de fou là, avec allez, je vais prendre 150 pâtisseries, on s'en fout. Ok, c'est quoi tes identifiants? Voilà. Donne-moi ton numéro de compte, ton mot de passe. C'est possible, puisque Dimitri lui avait donné. Donc là, en fait, Robert Hitt se fait passer pour Dimitri. Donc là, on est dans un cas donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre vos mots de passe autre part que là où ils sont allés. Hein. Ne partagez pas vos mots de passe, n'utilisez pas les mêmes mots de passe sur tous les sites aussi. Ça encore d'autres trucs sympas qu'on peut faire avec vos comptes. Mais ça, donc, il ne faut pas faire. Hein. Et là, on a un problème d'imposture, d'impersonation en anglais. Pour pallier ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloisonner les informations sensibles de l'utilisateur et on va faire en sorte que personne n'y accède. Donc Robert Hitt n'y aura pas accès. Mais pour faire ça, on est obligé de changer un petit peu le process. Donc si Robert Hitt ne peut pas avoir accès au compte de la personne avec ses identifiants pour manipuler, pour pouvoir passer la commande, comment on fait? En fait, une fois que Dimitri a appelé Robert Hitt, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler, il va le mettre en attente et il va appeler Gustave. Il va lui dire est-ce que tu le connais? Pourquoi? Parce qu'en fait, Robert Hitt veut se protéger du fait qu'il y ait des gens qui n'ont pas d'ardoise chez nous et qui passeraient des commandes. Puisque ça, on ne le permet pas. Et puis, s'ils laissaient passer ce genre de choses, c'est leur problème et on ne les payerait pas. Donc, voilà. Donc, ils veulent s'assurer de ça aussi. Donc, contacte Gustave, donc, qui est lui le concierge général du Grand Budapest Hotel, vérifie que tu le connais, vérifie qu'il a une adresse chez toi, et puis ensuite tu me rappelles. Donc il lui donne le numéro pour les rappeler. Ça va pour l'instant? Vous me dites si c'est compliqué. Donc ok, donc transfert d'appel, donc Robert Hitt transfère Dimitri à Gustave, et du coup, c'est là où Gustave demande justement les informations. Du coup, c'est quoi ton numéro de compte? Et donne-moi ton mot de passe. Là, en fait, ça va. Enfin, c'est complètement OK parce que qui gère les comptes du Budapest Hotel, c'est nous. Vous voyez? Donc, on a la responsabilité de ça. Donc, filez-nous vos comptes, c'est normal. Voilà. C'est tout à fait normal. Et légalement, on en est responsable. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. C'est Gustave qui saute s'il y a un problème. Donc voilà, Dimitri le fait. Donc ça permet à Gustave de bien s'assurer que c'est Dimitri en fait qui est en train de passer la commande. Et en faisant ça, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va jamais divulguer ces informations-là donc à Robert Hitt. Par contre, il va confirmer à Robert Hitt que c'est bien Gustave qui est en train de passer la commande. Du coup, tout le monde est content. Sauf qu'il y a un petit truc quand même. Ça, c'est le process qui est à gauche, là, c'est ce qu'on appelle l'authentification. Donc, on va demander à quelqu'un de fournir, pour vérifier que c'est lui, de fournir soit quelque chose qu'il connaît, soit quelque chose qu'il est, ou soit quelque chose qu'il a. Ce qu'il est, c'est généralement les empreintes biométriques. Ce qu'il a, c'est on vous envoie un code sur votre téléphone, et du coup, comme c'est vous qui avez le téléphone, on peut s'assurer que c'est vous. Encore ça, c'est pour ça qu'on l'utilise en two-factor et pas en direct. Et ce que vous savez, c'est le mot de passe que vous imaginez dans votre tête ou que vous faites générer, quoi. Voilà, ça c'est le principe d'authentification. Donc l'authorization server, en fait, Gustave devient ce qu'on appelle un authorization server. Pourquoi? Il authentifie et protège le end-user. Okay, Dimitri, il le protège parce qu'il ne divulgue pas ses mots de passe. Et il confirme les accès du end-user, donc Dimitri, auprès de Robert Hitt, auprès du client en fait. Il dit, ok, c'est bon, lui, il peut accéder aux ressources que moi je gère, donc il peut acheter de la pâtisserie chez nous, il n'y a pas de souci, vas-y. Bon, ceci dit, il y a quand même un truc, c'est que l'entrée de la pâtisserie, elle est protégée. Hein, et il y a toujours cette serrure à code.
Donc comment on fait pour que Robert Reed puisse accéder du coup à la pâtisserie? C'est simple. Une fois que... Donc ça, c'est la suite du process de tout à l'heure. En fait, ce que va faire Gustave, c'est qu'il va donner le code d'accès à Robert Reed. Dire, c'est bon, ok, là, il veut vraiment il veut commander, je te file le code d'accès, comme ça, tu viendras chercher la commande. Après, Robert Reed demande la commande à Dimitri, donc ça, on s'en fiche. Ok, je veux un courte-sang, c'est le nom de la pâtisserie dans le film. Hein. Et grâce à ce code-là, en fait, Robert Reed va pouvoir aller ouvrir la serrure et accéder à la pâtisserie. Est-ce que là, ça va? Ce code-là, c'est ce qu'on appelle aussi un authorization code. C'est exactement la même chose que le numéro de réservation pour les touristes tout à l'heure, en fait. C'est la même chose. C'est un code qui leur permet d'avoir accès aux chambres. Là, c'est un code qui va leur permettre d'accéder à la pâtisserie. C'est un authorization code. Et le rôle du coup de l'authorization server, donc de Gustave, c'est de donner les accès. C'est lui qui est garant de ça. Il donne les accès aux gens en s'assurant que ces accès ont des durées de vie qui sont réalistes vis-à-vis de l'utilisation. C'est-à-dire que on ne va pas laisser les touristes continuer à pouvoir rentrer dans l'hôtel 2 semaines après qu'ils aient fini leur réservation. Voilà. Donc pareil hein, pour Robert Reed, on va s'assurer que pendant 2 heures, ils soient capables de venir chercher la commande, sinon après, tant pis. Ils ne pourront plus. C'est bien scopé dans le temps. Donc si je reprends un peu de vocabulaire là, l'ardoise et les pâtisseries, ce sont des ressources. Dimitri, c'est à la fois le ressource owner et le end user. Le ressource owner parce que c'est à lui d'appartient à l'ardoise. On va considérer que du moment que c'est retiré sur son ardoise, la pâtisserie lui appartient avant même qu'elle soit livrée, hein, pour simplifier. L'hôtel, c'est toujours le ressource serveur. Hein, c'est dans l'hôtel que physiquement se retrouvent les pâtisseries. Le code d'accès à la pâtisserie, c'est l'authorization code. Gustave, c'est l'authorization server et Robert Reed, c'est le client. Et là, je vais donner une précision. Hein, pourquoi le client, c'est pas Dimitri, mais c'est Robert Reed. C'est parce qu'un client, en fait, c'est quelqu'un qui va accéder à des ressources auprès du ressource serveur. Il ne possède pas lui-même les ressources. Uber Eats, en fait, ne possède pas le plat que vous achetez. Il va aller les chercher auprès du restaurateur. Mais là, c'est pareil. Hein, le client, c'est ça. Ça peut paraître bizarre parce que d'un point de vue du end-user, en fait, c'est un service. Mais là, en fait, dans le paradigme, c'est vraiment la personne qui va accéder à des ressources, mais au nom du end-user. C'est les ressources du end-user qui va chercher, pas les siennes. Vous voyez ? Et de manière complètement symétrique, en fait, le end-user, c'est quelqu'un qui délègue la manipulation de ses ressources à un service tiers. Donc là, le client. C'est-à-dire que Dimitri, il pourrait très bien lui le faire lui-même et aller sur place et aller chercher ses pâtisseries. Non, en fait, là, on aurait une relation directe entre le ressource owner et ses ressources. Mais là, il passe par un intermédiaire qui est Uber Eats, Robert Eats, du coup, je vais y arriver, qui, lui, est le client. Est-ce que là, ça va ? Ça, le cerveau fume pas trop encore ? Donc, on va faire PKCE, vous allez rigoler. Mais... non, on va y arriver après. C'est par étapes. Donc si je reviens sur le cas réel, donc avec Facebook, petit exercice. Donc vous êtes qui dans le ressource owner. Mais là en fait je voulais surtout appuyer sur le end user, mais oui c'est la même chose. Là pour le coup c'est la même chose. C'est pas tout le temps la même chose, hein, ceci dit. Mais là c'est la même chose. Gmail, on l'a vu tout à l'heure. C'est ressource serveur. Facebook, c'est client parce qu'il veut accéder à vos contacts qui sont dans Gmail. Et Google, c'est l'authorization server. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec votre compte Google, vous pouvez aller sur Google Docs, vous pouvez aller sur Google Calendar, etc. etc. Donc, comment ça se passe ? Vous êtes là, je veux des amis, vous dites à Facebook. Facebook fait, OK, bon, tu veux les chercher dans Gmail. Je vais appeler Google. Je vais dire, est-ce qu'il a un compte chez toi ? Google, pour le vérifier, il va vous dire, allez, vas-y, t'es qui toi ? Log-toi. Donc, vous lui donnez votre mot de passe et votre numéro de compte. Il va vérifier que vous avez bien un compte chez Google. Si c'est le cas, il va dire à Facebook, tu peux accéder à Gmail, je te file un authorization code, et grâce à ce code, il va pouvoir accéder aux ressources. C'est pas exactement ça en vrai. C'est plus compliqué, là, la dernière ligne, mais on va y venir. Mais en gros, c'est à peu près ça.
Et c'est là qu'on arrive à un autre problème, en fait, si je me remets dans l'hôtel, quelques jours après que Karen vienne nous voir, on a notre comptable qui pète un câble, parce qu'il y a un prestataire avec lequel on ne travaille pas qui vient de nous réclamer des sommes exorbitantes. Et pourquoi ? En fait, on a la concurrence qui convoite beaucoup en fait, de travailler avec nous, alors qu'on a une relation d'exclusivité avec Robert Eats, parce que vraiment nos pâtisseries sont très demandées. Ils sont allés démarcher nos clients en se faisant passer par Robert Eats, et ils ont réussi à accéder à la pâtisserie, ils ont fait les livraisons, et maintenant ils nous demandent des comptes. Alors comment c'est possible ça ? En fait, si on revoit un peu le process, là, il y a un truc qui cloche un peu là-dedans, c'est à droite. En fait, quand Robert Eats appelle Gustave, il lui dit « Attends, là, il y a un mec là, qui essaye de faire une commande, vérifie qui c'est et ensuite tu me rappelles. » Et c'est dans le « tu me rappelles » le problème, parce qu'il lui file un numéro de téléphone. Vous voyez ? Et le problème là, c'est que donc, le concurrent, voilà, John Munch, voilà, il se fait passer pour Robert Eats au téléphone et il lui dit tu me rappelles à tel numéro. Gustave se prend pas la tête, en fait, il note le numéro, il rappelle, sauf que c'est pas le numéro de Robert Eats, en fait, c'est le numéro du concurrent. Et c'est comme ça qu'en fait, ils ont réussi à accéder à la pâtisserie. Parce que bien sûr, après, il y a tout le process derrière. Gustave dit tiens, voici le code d'accès, et puis il accède à la pâtisserie. Vous voyez ? Donc pour s'assurer que ce problème n'arrive pas, on va référencer pour chacun des clients en fait leurs adresses de contact. Donc on va lister en fait les numéros de téléphone qu'on connaît pour ce client-là, et si on nous en présente un autre, on va faire no way. C'est un petit peu ça ce qui va se passer, c'est que John Smudge va appeler Gustave, il va vérifier que ça correspond au numéro que nous on connaît pour Robert Eats. Et là, c'est pas le cas, et dire au revoir, je te connais pas. Je ne sais pas ce que c'est que ce numéro. Vous voyez un peu l'idée ? Ça, c'est ce qu'on appelle, le numéro de téléphone, c'est ce qu'on appelle la redirect URI. En fait, c'est l'adresse de redirection, si vous voulez, pour donner un peu de vocabulaire aux hôtes. Et l'information de Robert Eats, c'est le client ID. C'est l'ID du client, c'est le client. Bon, bref, c'est pas très important ça. Mais ça, c'est important parce que, le numéro de téléphone, parce que c'est là, une fois qu'on a donné la main à Gustave pour qu'il puisse appeler Dimitri, dire OK, c'est bon, c'est bien toi. Il faut bien qu'il rappelle en fait son appelant. Mais à la base, remettez-vous en 1932, et c'est toujours le cas aujourd'hui. En fait, quand on vous dit tiens, tu me rappelles à ce numéro-là, on n'a aucune information du numéro, donc on peut vous dire tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas le vérifier en fait, que le numéro appartient à la personne. Donc, le rôle là de l'Authorization Server, donc de Gustave, c'est de maintenir la liste des redirects URI autorisés. Et on fait un exact match, surtout, on ne dit pas, c'est... Parce que sinon, là, il peut se passer des choses. Ouais, ça commence par 0, 1, 2, et puis tout le reste, tu autorises. Non, il y a toujours des patterns qui vont passer. Un exact match, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on va se protéger de ce problème d'imposture qu'il y a eu avec le client. C'est-à-dire qu'on se fait passer pour un client qui n'est pas celui qu'on croit. Dès que vous êtes perdu, vous me le dites. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. Ouais. Donc en fait, où est-ce que ça se passe ça, dans le cas réel ? C'est au moment où Facebook va contacter Google pour demander si vous avez un compte. Ce qui se passe, c'est que vous allez être redirigé, alors là c'est Miro, mais c'est la même chose, c'est que vous allez être redirigé sur, là en haut c'est un site de Google qui va vous dire choisis ton compte et log-toi. Et si vous regardez un peu plus ce qui se passe dans l'URL, vous avez le client ID, donc c'est celui de Miro là en l'occurrence, et le redirect URI. C'est-à-dire que là j'arrive sur la mire de login de Google, on se log, et une fois que Google a fait c'est bon, t'es logué, il va automatiquement vous rediriger sur le site appelant qui était soit Facebook, soit Miro. Et là, le problème, c'est que le redirect URI, vous pouvez pas... si vous permettez tout et n'importe quoi, parce qu'en fait, il vous est donné à l'avance par la personne qui vous requête, ça je ne vous l'ai pas montré, mais en fait, il est donné au moment où il dit « Est-ce qu'il a un compte ?» Rappelle-moi ce numéro, c'est pareil. Il vous donne le redirect URI. Si là, vous ne faites pas attention que c'est bien Miro qui correspond au client ID,
et ben, vous allez potentiellement donner un accès à n'importe qui. Vous voyez ? Bon, et là, on n'est pas encore à la fin de nos soucis parce que on a eu encore deux touristes qui se sont battus. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ? Non ? Les regards indiscrets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous rappelez comment on envoie les numéros de réservation ? Par courrier. Le courrier, on va appeler ça un front channel et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous envoyez un courrier à quelqu'un, je parle d'un courrier standard, est-ce que vous êtes sûr que la personne l'a reçu ? Vous ne pouvez pas être sûr que la personne l'a reçu. Vous n'êtes pas sûr de ça. Vous n'êtes pas sûr en plus que vous l'avez envoyé à la bonne adresse, parce que vous aurez pu faire une faute d'orthographe ou on vous l'a mal épelé. Donc vous ne pouvez pas être sûr que c'est la personne qui l'a reçu. Et le pire, c'est que la personne aurait pu ouvrir sa lettre et quelqu'un voir en fait le numéro de réservation en regardant par-dessus l'épaule. Ou vous êtes en train de faire une réservation là sur votre site, Booking ou Expedia, etc. Vous avez le numéro de réservation, il y a un collègue qui regarde, qui jette un œil, il a votre numéro de réservation. Ou mieux, vous l'avez imprimé, vous l'avez laissé au niveau de l'imprimante, et puis un petit peu quelques heures, et puis voilà. Donc, et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, il y a un des voisins là, du client, du touriste qui a intercepté ça peut même le facteur, intercepté le courrier, et puis il s'est rendu avant lui prendre la chambre, ils se sont rencontrés là-dedans, et ils se sont tapés dessus, quoi. Vous voyez ? Et un front channel, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui ne vous garantit pas que la personne que vous tentez de contacter a bien reçu l'information, et c'est quelque chose qui ne garantit pas de vous protéger des regards indiscrets. Vous voyez ? Alors je vais vous montrer dans le cas concret à quoi ça ressemble, on va dire sur le web. Mais là, gardez en tête que c'est comme une lettre. Vous n'êtes pas sûr que la personne à qui vous l'envoyez l'a reçue, et en plus, quand la personne ouvre la lettre, n'importe qui peut voir en fait ce qu'il y a sur la lettre. Vous voyez ? C'est ça le concept d'un front channel. Et c'est pas sûr un front channel du coup. Et donc pour contrer ça, on va faire une remise en main propre pour s'assurer que Dimitri est la personne qui a bien reçu en fait l'accès et pas quelqu'un d'autre. Là, si je donne en main propre ma télécommande à Fanny, je suis sûr que c'est Fanny qui l'a reçue. Si je lui envoie par courrier, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui me l'a intercepté. Voilà. Vous voyez ? Donc comment ça marche ? Alors déjà, on va simplifier un peu ça, parce que c'est chiant les serrures à code. On va utiliser des badges, plus simple. Parce que en fait, on ne va pas écrire un numéro de code qu'on va donner à la personne en main propre, on va lui donner une carte. En fait, c'est exactement ce qui se passe dans un hôtel. Vous avez votre numéro de réservation, vous arrivez au guichet, qu'est-ce qu'on vous donne ? Une carte d'accès, en fait. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, Dimitri arrive avec son numéro de réservation. En échange, en fait, Gustave, donc le concierge, lui donne une carte pour accéder à sa chambre. Et là, vous venez de comprendre la différence entre un authorization code et un access token. C'est exactement la même chose entre le numéro de réservation et la carte. Vous voyez ? La carte d'accès. L'autorization code, donc le numéro de réservation, une fois qu'il a permis de vous donner qu'on vous a donné une carte d'accès, il expire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus échanger de carte avec, parce que c'est bon, il a déjà été utilisé. Et la carte, elle est valable jusqu'à ce que vous quittiez l'hôtel. Une fois que votre séjour est terminé, on la désactive pour éviter le phénomène de squattage. Ça va ? Donc, encore une fois, numéro de réservation, authorization code. La carte d'accès, c'est l'access token. Donc essayez de penser à ça quand vous faites de l'hôte, vous allez voir, c'est plus simple. Et donc grâce à l'access token, en fait, cette carte, Dimitri va pouvoir badger et accéder aux chambres. Donc, alors là, ça fait encore plus de concepts. Les chambres, c'est toujours les ressources. Ressources on a déjà vu. Donc le client, là, c'est Dimitri, c'est lui qui tente d'accéder à la ressource. Donc qui est, dans mon cas c'est un peu compliqué parce que c'est la vie réelle, c'est à la fois le client et l'end-user, mais mettez ça de côté, on s'en fout. Le numéro de réservation, je l'ai déjà dit. Le courrier, c'est le front channel, et la remise en main propre, c'est ce qu'on appelle le back channel. C'est comme le concierge remet physiquement la carte, il est sûr que c'est Dimitri qui l'a en main et que personne lui a chopé et que personne d'autre. Ouais, c'est ça le concept du back channel. C'est
vous avez un moyen de vous assurer que la personne a reçu, et vous êtes sûr que c'est lui qui a reçu en fait le code d'accès. Par courrier. Si, alors, exactement. Et ça, c'est un autre cas qu'on va voir après. Mais on a sans ce problème-là, qui existe, effectivement, vous avez raison. C'est que quelqu'un aurait pu quand même intercepter l'autorization code. Donc ça, en fait, c'est que des résumés. Hein, hop, donc on va passer. C'est ça. Ça, je l'ai déjà dit. Ça, je l'ai déjà dit. Avec. Et ça, je l'ai déjà dit. Très bien. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie, vous voyez les deux dernières lignes, là, on va un petit peu regarder dans le détail ce qui se passe. Quand Gmail, en fait, dit, Google dit à Facebook, tu peux accéder à Gmail, ce qui se passe réellement, c'est qu'il change l'URL du navigateur, il revient sur Facebook par le redirect URI qui lui a été spécifié et en spécifiant l'autorization code dans l'URL. Donc, le problème, c'est que vu que c'est dans l'URL, quelqu'un assis à côté de vous peut voir, en fait, l'autorization code et l'intercepter. C'est pour ça que ça s'appelle le front channel. Ouais. Je vais vite, j'ai quasiment fini. Et ensuite, l'autorization code, pour récupérer donc l'access token, il envoie l'autorization code et son client ID dans un payload HTTPS. Et là, comme c'est en Ajax, en fait, il n'y a personne qui peut voir ce qui se passe et on considère que c'est un backchannel. C'est pour ça, en fait, qu'on a été obligé de le faire en 2 temps, en fait, en no-auth, parce que le seul moyen qu'on avait pour échanger l'autorization code, c'était par l'URL, et ça, c'est pas safe du tout. Alors. Et ça, c'est le backchannel. Donc, grâce à ça, il récupère un access token qui lui permet d'accéder aux ressources. Et ça, ce que vous venez de voir, c'est l'implicit flow, en fait, en OAuth. C'est le truc le plus utilisé. Alors, malheureusement, là, je ne vais pas avoir beaucoup plus de temps pour aller plus loin. Alors, sachez que l'implicit flow, c'est déprécié. Mais ce qu'utilise tout le monde. À la place, il faut utiliser Authorization Code with PKCE, qui va permettre en fait, de corriger le problème qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut toujours intercepter l'Authorization Code. Et comment s'assurer que la personne à qui on a envoyé l'Authorization Code était bien la personne qu'on pense. Et là, c'est un espèce de mécanisme à 2 codes comme ça, j'avais une petite démo, mais je ne peux pas vous la faire là, qui va permettre de s'assurer qu'en fait, c'est bien la personne dont on pensait en fait. Voilà. Donc, là, je suis allé jusqu'à l'implicit flow. Mais en gros, tous les autres flows en fait en haut sont basés là-dessus. Il y a juste des petites particularités. Hop. Comment ? Ouais. Non, en fait, maintenant, le seul flow qu'on utilise, c'est Authorization Code with PKCE, et ça règle tout, en fait. Et le seul truc que je ne vous ai pas dit, et je finis là-dessus, c'est qu'il y a un consentement qui est demandé à l'utilisateur. Vous savez, quand vous utilisez votre téléphone et que vous installez par exemple Facebook, il vous dit est-ce que Facebook tente d'accéder à vos photos ? Et ça fait partie aussi de OAuth. Ça s'appelle les consentements. Donc au moment où Facebook va demander de loguer l'utilisateur, l'utilisateur va se loguer, Google va demander attends, là il y a Facebook qui essaie d'accéder à tes contacts en plus. Tu te logs, mais est-ce que tu confirmes qu'il accède à tes contacts ? Et là vous donnez le consentement explicite. Ça va créer ce qu'on appelle un scope. Et le scope va être dans l'access token, et c'est ce qui va permettre derrière aux ressources serveurs de vérifier que vous avez le droit d'accéder aux ressources que vous tentez d'accéder. Et je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir me voir et me poser des questions après.